Pour une expérience optimale, nous vous conseillons de régler la vitesse de lecture à 1,25 ou 1,5. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cœur de Business 42. Aujourd'hui, c'est un épisode en tête-à-tête que je vous propose d'écouter. Un tête-à-tête avec une personne charismatique, quelqu'un qui a su prendre les virages quand il fallait, les virages professionnels dans sa vie, mais également faire prendre les virages nécessaires à son cabinet d'expertise comptable, Axence. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter l'histoire de Hervé Granet. Bienvenue dans Cœur de Business 42, le seul podcast du 42 pour celles et ceux qui rêvent d'un nouveau modèle au cœur du business. Je suis Julien Russier, coach pro pour les pros, et je vous propose de découvrir l'actualité, l'histoire et surtout la vision du futur de notre monde du travail à travers le regard et l'expérience de mes invités. Entrons maintenant dans l'intimité des aventuriers et aventurières de l'entrepreneuriat du 42. Hervé Granet, bonjour. Bonjour Julien, merci pour l'invitation. Mais avec plaisir. Donc je vais vous présenter brièvement, même très brièvement, compte tenu de tout ce qu'on pourrait dire sur votre parcours. Pour faire simple, et ce pourquoi on vous connaît le plus professionnellement, vous avez bâti un groupe de cabinets d'expertise comptable qui compte aujourd'hui à peu près 120 salariés. Vous êtes un homme charismatique, on pourrait dire un leader. Et vous avez su, dans un métier un petit peu à deux vitesses, transformer à la fois l'expérience client, mais aussi l'expérience collaborateur. C'est ce pourquoi, aujourd'hui, je vous invite à nous délivrer votre parcours et tout ce que vous pouvez nous apporter aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je suis expert comptable, associé dans un cabinet indépendant qui s'appelle Axence. Et je suis, à l'heure où je vous parle, en pleine transmission, puisque à 56 ans, j'ai souhaité donner une nouvelle orientation à ma vie professionnelle, changer de métier. Pour devenir purement coach, consultant et accompagnateur de dirigeants, uniquement sur la partie conseil et absolument plus sur la partie technique. D'accord. Aujourd'hui, vous exercez encore en tant qu'expert comptable ? Absolument. Et vous êtes dans une phase de transition, de transmission ? Les deux. Donc, dans un métier comme le nôtre qui finalement s'appuie sur une relation de confiance et une relation assez longue avec les clients. Il faut du temps pour transmettre, il faut du temps pour que les clients s'approprient le successeur. Enfin, c'est comme ça que nous le voyons chez nous. Et donc, j'ai une période de transition importante, propice à la poursuite de la relation entre Axence et ses clients. Ok. Aujourd'hui, Axence, c'est quoi ses clients particulièrement ? Alors les clients d'Axence, nous sommes un cabinet assez traditionnel. Les clients, c'est des entrepreneurs individuels ou des dirigeants de sociétés, principalement propriétaires de leur structure. Nous travaillons très peu avec des dirigeants de filiales, de grands groupes. Donc notre client est un indépendant et sur le territoire. C'est quoi les forces d'Axence aujourd'hui ? Les forces, c'est une communauté d'experts qui va du juriste au gestionnaire de paye, à l'auditeur, en passant par le conseiller patrimonial. Et donc, c'est une équipe d'experts au service de nos clients. Et dans votre avenir prochain de coach, quels seront vos clients, quelles seront vos cibles, comment vous voulez travailler ? Alors, tout d'abord, pourquoi ? Oui. Pourquoi ce futur métier que j'ai finalement indirectement pratiqué depuis de longues années en accompagnant mes clients le mieux possible. J'ai souhaité professionnaliser cette pratique et j'ai fait une certification qui finalement me permettait d'être vis-à-vis de moi-même un peu reconnu sur cette pratique de coach et d'accompagnateur de groupe ou plutôt de dirigeants. Et mon avenir, ça sera d'être en relation avec des dirigeants ou des comités de direction pour les aider à mettre en œuvre leur stratégie, à y réfléchir. Et puis être à leur écoute pour tout sujet que tout dirigeant se pose tout au long de sa vie professionnelle. Vous serez sans aucun doute un excellent coach. Quelles sont vos forces, vous, aujourd'hui, Hervé Granet, par rapport à ce futur métier ? En quoi, peut-être, votre métier d'expert comptable aussi vous apporte peut-être du crédit, une expérience extraordinaire au niveau des entreprises, bien sûr.
En quoi est-ce une force aussi pour vous sur ce nouveau métier? Alors, c'est difficile de parler de ses forces, mais on me loue des qualités d'écoute. On me loue une capacité à poser des questions, à poser des questions même qui, des moments, grattent un peu. Un bon coach, c'est quelqu'un qui a l'art de poser des questions, pas forcément d'apporter les réponses. Hein. C'est à la personne qui est coachée d'apporter ses propres réponses. Et puis, je considère que je suis assez indépendant et que j'ai toujours été... j'ai jamais eu peur de dire ce que je pensais profondément dans l'intérêt soit de mon client, soit de sa structure. Je ne caresse pas dans le sens du poil. Pour ceux qui me connaissent, je dis ce que j'ai à dire. Je vous connais un petit peu, effectivement. C'est le moins qu'on puisse dire. On va parler de votre parcours de vie un petit peu. Vous êtes né le 27 juin 1966 à Saint-Étienne. Vous êtes pur stéphanois, vous avez grandi à Saint-Étienne. Vous êtes l'aîné des 3 fils de vos parents. Et vous êtes père de 3 enfants et grand-père d'une petite fille. Une vie bien chargée. Vous avez fait 4 années d'études pour être professeur de sport avant de faire un apprentissage en expertise comptable. Hervé Granet, vous étiez qui petit? Je pense que j'étais un enfant assez discret, plutôt indépendant. Le sport a occupé de longues heures de mes semaines, mais j'étais un peu, on va dire, pas solitaire, mais pas forcément en partage avec mes frères ou mes parents à l'époque. Le sport d'équipe, le sport collectif m'a beaucoup apporté. Je me suis épanoui là-dedans et dès 12-13 ans, j'avais envie d'être prof de gym. Donc la question ne s'est pas posée de mon orientation scolaire. C'était ça et rien d'autre. Ok. Donc vous faites 4 années d'études pour être professeur de sport. Comment ça se passe? Et quel revirement, qu'est-ce qui s'est passé pour passer de prof de sport à expertise comptable? Quand on entend ça, je trouve que c'est pas ultra intuitif. Oui, ça peut vous paraître surprenant. Vu que la question de l'orientation ne s'est pas posée, j'ai intégré ce qu'on appelle les STAPS pour faire prof. Et c'est vrai que assez vite, j'ai poursuivi un peu ce que je vivais au lycée, c'est-à-dire un petit peu délégué de classe, un peu responsable de la promo, on appelle ça bureau des élèves aujourd'hui, donc assez organisateur, assez leader dans la promo. Et donc, on est en plein milieu des années 80, ce que j'appelle les années fric ou les années des entrepreneurs. Et finalement, je me suis identifié à certains et le monde du sport n'allait pas, et de l'enseignement surtout, n'allait pas forcément satisfaire probablement mon envie d'épanouissement. Donc, mon but premier, en fait, c'était pas l'expertise comptable, c'était de créer et diriger une entreprise. D'accord. Vous avez fait quand même 4 ans dans le domaine du sport, dans l'apprentissage pour devenir enseignant de sport. Je suis un peu lent. Donc pendant 4 ans, vous menez des projets du coup d'entrepreneurs en fait finalement. Complètement, voilà. Complètement. Et comment se fait la bascule? Comment ça s'organise? Concrètement, ça s'organise par un abandon d'études. Donc c'est toujours un petit peu difficile, surtout au moment où je deviens père de famille. Donc c'est un petit peu compliqué à ce moment-là. Mais je pense que j'ai une bonne étoile à l'époque et je vais finalement me construire une culture de gestion. Mon père m'avait dit, si tu veux créer une entreprise, essaye d'être un peu féru de gestion. Parce que lui-même, chef d'entreprise, n'était pas aguerri aux techniques de gestion, il en souffrait beaucoup. Donc j'ai commencé par ça et en découvrant la comptabilité et la gestion, j'ai découvert ce que c'était qu'un expert comptable et je n'en avais jamais bien entendu parler. Donc j'ai été aspiré par cette profession qui pour moi était un chef d'entreprise à temps partagé. Il accompagnait des dirigeants et c'est ce que j'imaginais à l'époque. Donc du coup, après la fac de sport, vous reprenez vos études à zéro? Complètement. Et là, je reprends mes études à zéro, je vais prendre des cours du soir et je vais faire des cours par correspondance. D'accord.
Oh, il n'y a rien de surhumain parce que quand on est motivé, il n'y a rien de difficile en fait. Donc mon entourage à l'époque me dit « Ah, t'es courageux, c'est difficile ». En fait, non, ça ne l'est pas parce que quand on a un objectif et qu'on se donne les moyens d'atteindre son objectif, c'est plutôt facile. Enfin, c'est moins difficile que ce que les gens en pensent. Ouais. C'est intéressant, vous parlez de l'entourage qui vous dit c'est courageux, c'est bien. Est-ce qu'il y a eu des soucis avec l'entourage justement ? C'est des moments charnières. Comme vous l'avez dit, vous venez d'être père. Est-ce qu'il y a eu des difficultés quand même particulières, peut-être avec vos parents? Quand on est jeune, on a encore le regard des parents. Voilà, les enfants, la vie de famille. Quelles difficultés vous avez eues, s'il y en a eu? Il y en a eu, je vous le cache pas. Et comment vous avez pu surmonter ça? C'est sûr qu'à 22 ans, quand j'annonce à mes parents que j'abandonne mes études, que je vais devenir père et que je ne sais pas ce que je veux faire, forcément, c'est pas trop le chemin que mes parents envisageaient pour moi. Voilà. Après, j'ai essayé de faire les choses le mieux possible. Ma grand-mère m'a dit à l'époque, tu fais tout à l'envers. J'ai dit oui, je le fais quand même. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir avoir un emploi qui me permettait de travailler mes études, voilà, j'ai essayé d'être bien entouré, j'ai essayé de rencontrer des personnes qui étaient des accélérateurs pour moi, des accélérateurs de compréhension technique, parce que quand on passe du sport, de la sociologie, de la biologie, des techniques d'apprentissage à la comptabilité pure et dure, à la fiscalité, au droit, c'est vrai que c'est un grand écart. Donc, dès le départ, je suis allé à la rencontre de personnes qui pouvaient m'éclairer ou me faire comprendre plus vite les choses. Ouais. On comprendra plus tard que dans votre vie, l'écoute des autres, l'apprentissage auprès des autres sera quelque chose qui vous animera tout au long de votre parcours. Ça, hein. Oui, toujours. Ouais. Donc la bascule se fait en 1988. C'est ça. C'est ça, entre le sport et l'entrepreneuriat. Et vous devenez expert comptable associé en 1998. Et oui, parce que le chemin est long. Ouais, 10 ans. 10 ans. Eh ben, 10 ans. Il faut 10 ans pour faire un expert comptable. Enfin, moi, je n'étais pas non plus une bête de course. Néanmoins, quand on doit faire ses études en cours du soir, quand on construit une famille, parce que j'ai eu 3 enfants pendant cette période-là, et qu'on s'installe dans la vie, finalement, il faut un peu de temps. Et puis la fin a été difficile parce que notre métier d'expert comptable est un métier dont le diplôme est une sanction. C'est pas un diplôme qui libère d'un parcours, c'est un diplôme qui sanctionne une époque. Donc vous êtes à bac plus 7, bac plus 8 et soit vous avez le diplôme et vous pouvez exercer, soit vous ne l'avez pas et vous ne pouvez être que salarié. Et moi mon but c'était d'être indépendant, d'être expert comptable inscrit et tout doucement de construire une boîte autour de ça. Vous fondez Accence en 2004 ? Oui. 6 ans après. C'est ça, oui, avec 3 autres associés, un associé historique, Marc Gibert, et puis 2 jeunes confrères qui vont nous rejoindre un an avant, en 2003, et ensemble... nous réfléchissons à construire quelque chose qui donnera naissance à Accence. Accence, une belle aventure. Une aventure fantastique. L'aventure avec les associés, est-ce que ça a été difficile ? Est-ce que ça a été enrichissant certainement ? Ça a été indispensable d'abord, avant d'être difficile. Je n'imaginais pas une seconde faire un parcours solitaire. Contrairement à ce que je disais tout à l'heure sur l'enfance, je suis plutôt quelqu'un de très collectif. Et donc, le projet était forcément un projet collectif. Donc, on a été 4 à écrire ce projet. Et comme je le dis toujours, seul on va plus vite et ensemble on va plus loin. Donc, c'est mon credo historique. Voilà. Ok. Donc, 8 ans après, on est en 2012. Et là, vous prenez la présidence du groupe. Vous dites le groupe en 2012. On en est où sur l'évolution justement du cabinet et d'Accence ? À cette époque-là ? En 2012, ouais. Quand vous prenez la présidence.
À cette époque-là, on est une structure de 70 personnes environ. Et on a beaucoup évolué sur le territoire stéphanois. On commence à être connu, reconnu. La typologie des experts comptables de la Loire fait que c'est plutôt des toutes petites structures. Donc on a un petit peu dénoté dans notre environnement. Parce que mon projet, moi, c'était d'être suffisamment étoffé en effectif pour pouvoir structurer le cabinet en entreprise. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que mon but, mon projet, c'était de professionnaliser des fonctions importantes que n'importe quel entrepreneur qui a 50, 100 ou 200 salariés est obligé d'avoir, que ce soit un DRH, que ce soit un responsable de production, que ce soit un directeur financier. Et pour atteindre cet objectif, eh bien, il fallait faire de la croissance. Et puis, il y avait un autre objectif, c'est que les experts comptables sont sollicités pour des problématiques extrêmement diverses. Et il était important qu'on soit suffisamment nombreux pour balayer les demandes du créateur au développeur, de l'employeur, à celui qui veut accéder aux marchés internationaux ou transmettre. Donc une palette d'expertise qui est impossible de réunir en un seul homme. Donc la croissance, sans qu'elle soit un leitmotiv permanent, l'objectif c'était d'être assez vite à 80 à 100 personnes. Ce que vous arriverez à faire pour être assez rapidement ? Oui. Ouais. Oui. 2012, donc vous prenez la présidence du groupe Axence. Et au même moment, vous intégrez l'association du progrès du management, l'APM. Qu'est-ce que ça vous apporte dans votre parcours ? Est-ce que la chronologie, le fait que ce soit au même moment, est-ce que c'est un hasard ? Est-ce qu'il y a du hasard ? Est-ce que c'est une volonté de votre part à un moment donné d'aller chercher justement ailleurs ce qu'on disait, peut-être ce qui peut vous manquer au moment où vous prenez la présidence du groupe ? C'est un hasard heureux. C'est un hasard heureux dans le sens où, moi, mon objectif, c'était d'être dirigeant d'entreprise, avec un métier particulier qui est l'expertise comptable et le commissariat en compte, mais avant tout d'être un chef d'entreprise, d'être reconnu comme chef d'entreprise. Et donc, depuis longtemps, je souhaitais intégrer un club APM. Et en 2012 ou fin 2011 est venue sur la place stéphanoise la création d'un club et j'ai tout fait pour rentrer dans ce club et finalement pour me façonner et pour être confronté à des pairs chefs d'entreprise dans d'autres secteurs. Alors je les voyais comme experts comptables, j'ai des clients évidemment chefs d'entreprise, mais toujours cette relation d'expert à client ou d'entreprise à fournisseur. Et là, j'étais complètement, j'allais m'émanciper de cette relation pour parler d'égal à égal, avec les mêmes soucis, les mêmes sujets. Et ce parcours à l'APM a été très transformant pour moi, indispensable à mon épanouissement, et je dirais même pour Axence, parce que ça a infusé une culture d'entreprise. J'ai tout fait aussi pour qu'un de mes associés intègre un club APM. J'ai fait beaucoup pour que des cadres sup intègrent ce type de club qui s'appelle Germe, pour insuffler une culture d'entreprise au sens large du terme et non plus une culture de profession libérale. 2018, vous parlez de professionnalisation de la gouvernance opérationnelle d'Axence. Alors, oui, parce que nos auditeurs peuvent imaginer qu'un expert comptable, c'est une profession libérale, et puis quand il s'associe, il est avant tout expert comptable ou avant tout commissaire aux comptes. Non, il y a une partie de son temps, c'est à diriger l'entreprise dans laquelle il exerce. Et nous étions confrontés à un paradoxe, c'est que nous étions en croissance d'activité, donc priorité à la relation client. Néanmoins, notre entreprise était en expansion, elle devait se structurer.
Et l'un de mes associés, Pierre Billet, a assez vite, même si ça a été long à se mettre en œuvre, il a été question de mettre en place un directeur général. Alors ça, dans notre environnement, c'est pas commun, mais c'est pas du tout commun même. Et donc, on a beaucoup discuté, échangé sur le fait d'embaucher un directeur général qui viendrait de l'extérieur. Et en fait, on en a conclu que c'était l'un d'entre nous qui serait dirigeant, on va dire plein dirigeant. Ça sous-entendait arrêter des relations clients pour se concentrer sur le pilotage de l'entreprise. Et donc, ça a été un moment très fort, très important, très engageant, avec un caractère sacrificiel, je le dis parce que je le pense, de Pierre Billet, qui est actuellement directeur général du groupe, parce que c'était pas naturel. Un expert comptable qui s'associe dans un cabinet, c'est pour avoir des clients, travailler pour ses clients, et pas forcément pour diriger la boîte. Et il le fait parfaitement bien depuis cette époque. Très bien. Avant de passer à la nouvelle bascule qui va s'opérer dans votre vie, encore une. Depuis 2004, vous avez exercé pas mal de fonctions électives, notamment à la Chambre de commerce et d'industrie, lors des experts comptables, des syndicats, des groupements. Est-ce qu'il y a des expériences particulières que vous voulez partager avec nous ? Et sinon, plus simplement, qu'est-ce que ça vous a apporté au long de toutes ces années ? Alors pour moi, c'est indispensable qu'un acteur économique, donc je prends un terme générique, s'ouvre à son environnement. Et il est indispensable qu'un chef d'entreprise s'ouvre aussi à ses confrères, à son syndicat ou sa fédération pour voir ce qui se passe ailleurs. Parce que je suis convaincu que la visite vers les autres, la rencontre auprès de ses pairs est une source infinie de bonnes idées. Et je suis aussi convaincu que sortir de son quotidien, sortir de son entreprise ou sortir de son bureau pour aller, certains vont appeler ça du réseau, d'autres vont dire je veux m'inspirer, d'autres vont dire je veux faire du prosélytisme, d'autres vont dire je veux fédérer ma profession. Je pense que c'est extrêmement enrichissant. Pour moi, c'était vital. Et ça a grandement favorisé mon état d'être, hein, tout simplement. Et je pense que je me suis énormément inspiré de ce que j'ai vu ailleurs pour l'adapter à mon quotidien et au quotidien de l'entreprise Axence. Oui, c'est ce que vous dites, hein, quand on vous demande comment vous définiriez aujourd'hui. Vous dites que je suis ouvert aux rencontres et aux nouvelles aventures. Un parcours riche de rencontres, donc c'est quelque chose c'est ce qu'on disait dès le départ, hein, voilà, vous prenez la richesse chez les gens avec qui vous partagez un petit chemin de vie, que ce soit professionnel ou personnel. Oui, un partenaire un jour m'a fait la remarque, il y a une dizaine d'années, il me dit « Mais Hervé, mais tu te rends compte la chance qu'on a, on est riche de rencontres. » C'est vrai que j'ai la chance de faire un métier qui est varié en termes de rencontres et qui fait que je suis la vie, suivre la vie de plein de familles ou de plein d'individus, et forcément on a un rôle un peu caméléon. On a un dénominateur commun, c'est sécuriser la comptabilité, la fiscalité, mais c'est avant tout des rencontres avec des gens atypiques. Un entrepreneur est quelqu'un d'atypique. Donc forcément, je suis riche de plein de rencontres. Et on fait un peu l'éponge, c'est-à-dire que la bonne idée qu'on a observée chez un client, on a envie peut-être de temps en temps de la restituer à un autre, tout en la personnalisant, parce que c'est juste indispensable. On ne peut pas dupliquer des histoires. Donc forcément, c'est un métier passion, c'est un métier que je pense que c'est le plus beau métier du monde. Waouh! Ah oui, je le pense.
C'est rigolo parce qu'avec tout ce que vous dites, en préparant l'émission, je vous posais les questions de vos valeurs fondamentales et vous exprimez, ça reflète vraiment ce que vous dites depuis tout à l'heure. Fidélité, intégrité et courage. Donc le courage, ça on le sent déjà dans votre parcours de vie, la façon dont vous avez été volontaire, vous avez pu faire carrément un retournement de situation en passant du sport à l'expertise comptable. Là maintenant vous refaites encore un virage aujourd'hui à 56 ans. L'intégrité, la fidélité, c'est ce que vous exprimiez juste à l'instant sur les relations humaines et la façon dont vous envisagez votre travail et puis dans votre manière d'être. Et je vais même rajouter, pour vous connaître un petit peu, vous parlez beaucoup de vos clients, mais il faut savoir que vous êtes aussi une personne qui s'attache particulièrement, et je l'exprimais en introduction, à l'expérience collaborateur aussi. Mmh. Alors, nul n'est parfait. Je rassure nos auditeurs, je ne suis pas un homme parfait. Hein, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Néanmoins, j'ai des valeurs, effectivement, vous les avez rappelées. Alors, ma profession m'a aidé aussi, puisque je suis expert comptable et j'ai été commissaire aux comptes, donc on prête serment. Et c'est vrai que prêter serment dans une vie professionnelle, c'est important. Moi, j'y attache beaucoup d'importance. Peu de professions prêtent serment. Et c'est vrai qu'il y a une notion d'exemplarité vis-à-vis de ses clients, de ses équipes. Vous évoquez l'expérience collaborateur, oui. Moi, j'ai besoin d'être entouré. J'ai besoin d'avoir des personnes qui vont me sécuriser pour que moi, je puisse m'exprimer sur mes vraies forces. Et ma relation client se fait toujours en binôme, c'est-à-dire j'ai toujours un collaborateur avec moi, que ce soit un comptable, un fiscaliste ou un juriste, et une juriste ou une fiscaliste, bien entendu. Et il y a une vraie complémentarité entre une possibilité permanente, un devoir permanent de sécuriser la relation, et puis un devoir d'écoute pour conseiller les gens. Et donc, là encore, on retrouve le travail en équipe. C'est indispensable pour mon propre épanouissement. C'est intéressant ce que vous dites, parce que vous parlez de pouvoir exprimer vos forces, les choses que vous pouvez développer un maximum. Est-ce qu'on pourrait lire entre les lignes aussi que peut-être votre force, c'est justement d'avoir l'humilité de comprendre les choses sur lesquelles vous ne pouvez pas apporter et vous appuyer justement sur la force de vos collaborateurs ou de vos associés? Est-ce que c'est pas ça finalement votre vraie force? Alors, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, là, je dirais merci la PM. Pourquoi ? Parce que j'ai eu la chance d'avoir une expertise avec un type qui s'appelle Antoine Carpentier et qui, à un moment donné, est venu nous raconter qu'il fallait renforcer ses points forts, un peu comme à l'image d'un sportif, renforcer son point fort et toujours et encore, et non pas vouloir compenser ses points faibles. Ça peut paraître un petit peu singulier, ça, mais ça a été un moment important pour moi, alors que j'ai un métier très technique, d'assumer pleinement le fait que je n'étais plus une personne technique. Et donc ça, je l'ai d'abord assumé auprès de mes associés. Ça a été difficile de leur dire « j'assume que je ne serai pas un super fiscaliste ». Et je l'ai assumé après auprès des équipes. Et je l'ai surtout exprimé auprès de mes clients. Parce qu'il ne fallait pas qu'il y ait tromperie. Et c'est pour ça que, parler d'intégrité, mais en constatant que j'avais des points forts, j'ai enfoncé le clou. C'est-à-dire j'ai tout fait pour développer mes points forts. Voilà. Et ça a une limite. Et la limite, je suis en train de l'atteindre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais encore plus développer mes points forts, mais en abandonnant complètement la technique de l'expert comptable. Pour traverser tout ce parcours de vie professionnelle, est-ce que vous avez eu des mentors, des personnages importants dans votre vie qui vous ont inspiré? Ça peut être des personnages réels, personnages fictifs. Est-ce qu'il y a des choses comme ça, ou peut-être des films, des choses qui vous ont inspiré, qui
vous ont aidé ou qui vous aident aujourd'hui, qui vous guident, qui... Oui. Alors c'est marrant parce que je vais revenir à mes études de prof. J'étais à l'université à Dijon en 1984. Et quelques mois après, c'est vieux tout ça, hein, parce que ça a bientôt 40 ans, mais un étudiant d'une promo supérieure assez friqué, assez iconoclaste, un sportif iconoclaste, vient avec un drôle d'appareil et il nous dit ça s'appelle un Macintosh. Et donc je découvre en 85 ou 86 l'existence de cette entreprise créée par Steve Jobs. Et ce type-là m'a inspiré dès les années 85-6, ce qui était complètement incongru par rapport à ma volonté d'être prof de gym, hein, dans un lycée parisien ou nordiste. Mais son histoire m'a beaucoup attiré, comme beaucoup d'histoires d'entrepreneurs au sens large, ou de leaders, ou d'artistes, peu importe. Et donc ce personnage m'a inspiré, toujours. Alors c'est à la mode d'être inspiré par Steve Jobs, même s'il est mort il y a 12 ans, mais il y a 11 ans, mais en 85-6, c'était pas trop la mode, quoi. Puis j'ai une personne, on va dire, qui m'a permis de déployer mes ailes, qui m'a fait confiance, on va dire, qui a été plus qu'un associé, plus qu'un ami, c'est Marc Gibert. J'ai beaucoup d'émotions à parler de lui aujourd'hui parce qu'il est décédé l'année dernière. Mais c'est quelqu'un avec qui j'ai pu... on a pu déployer et développer Accence. Voilà, il commençait une phrase, je la terminais. On était vraiment en osmose malgré nos 15 ans, un peu plus de différence d'âge. Voilà, une personne très inspirante pour moi. Il y en a d'autres, mais ces deux-là sont importants. Juste, je voulais rajouter Winston Churchill, vous m'y avez évoqué. Ce qui oui. m'intéresse, c'est quand vous parlez du temps long, parce que moi je travaille beaucoup sur le temps, justement. Alors oui, et j'ai un grand portrait de Churchill dans mon bureau. Ça impressionne certaines personnes qui arrivent, ou quand je suis en visio, il est derrière moi. Oui, parce que je suis fan de ce personnage-là, je ne sais pas pourquoi, depuis toujours. Avec toutes ses contradictions, avec toutes ses erreurs. C'est un type qui a passé son temps à faire des erreurs. C'est un type qui a passé son temps à se planter publiquement, à avoir des hontes permanentes, mais c'est un artiste, écrivain, peintre. Bon, évidemment, sa carrière politique et sa vie a été romanesque, donc il m'inspire. Je suis fan, en fait, de son humour, je suis fan de ce personnage. Voilà. Au fur et à mesure de votre parcours, vous avez eu forcément des moments de doute, des moments de stress, de fatigue, ou peut-être que vous en vivez un à l'instant même d'ailleurs, hein, avec la transmission et les nouveaux projets professionnels que vous avez. Comment vous gérez ce stress? C'est quoi vos astuces? Eh bien, vous avez évoqué tout à l'heure le fait que je m'étais beaucoup impliqué dans des organisations diverses et variées. Aujourd'hui, je suis vice-président du groupement France Défi, qui est un groupement d'experts comptables. Et donc, quand je pars de mon bureau, je voyage. Je me déplace. Et j'ai toujours 2, 3, 4 heures de déplacement. Et là, je pense que je repose mon cerveau. Voilà, je me déporte. Je me déporte. Je suis quelqu'un qui prend beaucoup de distance avec les détails. Donc, je ne suis pas trop pollué par les détails, aux grandes dames de mes très proches. Je suis pas... ça ne m'intéresse pas. Mais le fait est que ça ne m'intéresse pas, je pense que ça doit me permettre de me reposer. Et Dieu sait si on est pollué par les détails. Bien sûr.
Votre parcours est passionnant, semé d'aventures extraordinaires. Et en 2021, vous décidez d'entreprendre une formation de coach professionnel à HEC. Sans faire de mauvais humour, mais qu'est-ce qui vous a pris ? Je laisse la liberté de vos propos sur la qualificative de mon parcours professionnel. En fait, depuis plusieurs années, je vieillis d'abord, et puis mes clients soit vieillissent, soit je prends un peu d'expérience, et donc je suis amené de plus en plus à accompagner des gens, soit pour reprendre une entreprise, soit pour la céder, soit pour la transmettre en interne, soit pour la transmettre à leur famille. Et bien au-delà des aspects techniques de ces histoires, il y a surtout des relations humaines qui se font entre l'acteur principal et les personnes qui les accompagnent, notamment moi. Et j'ai très souvent... La conclusion des missions a été souvent la même. On n'a pas loué mes qualités de fiscaliste ou de financier sur le montage technique. Ça, les gens s'en foutent, hein. Mais on m'a toujours remercié d'avoir coaché les gens. Ah, heureusement que tu étais là, tu m'as bien coaché, heureusement que tu m'as soutenu, heureusement que tu m'as fait voir ça différemment, tu étais tout le temps là, je pouvais t'appeler tout le temps, même le week-end, même pendant des vacances. Et à force de l'entendre, j'en étais évidemment convaincu, bien entendu, mais je me suis dit que je faisais peut-être pas si bien que ça les choses. Et vu que moi-même je suis coaché depuis 20 ans et accompagné, je me suis dit, et si je renforçais ce point fort ? Et une rencontre a permis de me projeter en me disant, oui, je vais me former au coaching. Alors j'imaginais pas qu'on se forme au coaching d'ailleurs. Puis on m'a parlé de cette école, qui pour moi était inaccessible. Et puis j'ai osé. Donc c'était en 2020, ça. Et donc j'ai osé, mais comme beaucoup de personnes, hein, on fait des formations tout au long de la vie. Donc ce parcours était pas plus, pas moins bien qu'un autre. Pour moi, petit gars de Saint-Étienne, pas très doué dans les études, pas sorti d'une école prestigieuse, pouvoir faire une formation certifiante par une des plus prestigieuses d'Europe, voilà, ça m'a un peu brassé, et puis je suis très fier de ça. Pour avoir vécu moi-même aussi une formation de coach, on peut dire que je trouve, en voyant aussi mes collègues de promo, alors j'ai pas fait HEC, mais moi je trouve qu'il y a deux façons de traverser une certification de coach. Il y a la façon où on en ressort indemne et la façon où ça change la vie. Est-ce que vous partagez ce constat avec moi ? Alors, quand j'ai commencé cette formation, la première demi-heure, on nous a dit, on vous rassure, ce n'est pas une formation que vous allez faire. Ah bon, monsieur ? C'est une transformation. Effectivement, j'en suis pas sorti indemne. Donc ma famille et mes associés ont subi. Il y a des dommages collatéraux. Oui, mes humeurs pendant un an, ou mes changements d'attitude, ça a été difficile pour l'entourage. Ça a été difficile, pour pas dire très difficile. Donc, parce que c'est une incompréhension, parce qu'on sort des sentiers battus, parce que pourquoi tu fais pas ton métier et que ton métier ? Qu'est-ce qui te prend à 54 ans d'aller faire ça ? La moyenne d'âge HEC pour faire ce type de formation, c'est 47 ans, donc j'étais pas non plus le plus vieux, mais enfin. Donc forcément, ça a chahuté, et voilà, ça a été transformant, c'est le moins qu'on puisse dire. Aventure exceptionnelle. Donc la transformation s'opère, vous décidez de transmettre
Axence, et de vous lancer dans une nouvelle aventure. Aujourd'hui, c'est quoi vos problématiques? Là où vous en êtes? La principale problématique aujourd'hui, c'est de bien terminer et de bien transmettre avec toutes les difficultés et toutes les joies de la transmission. Et ma difficulté, c'est de faire à la fois ça et d'imaginer que dans 6 mois, je ferai autre chose. Donc il n'y a pas de la place pour les deux. Donc ma difficulté, c'est d'accepter qu'il y aura une période de transition, il y aura une période de vide. Mais il faut forcément créer le vide pour construire quelque chose de nouveau. Donc en le verbalisant à votre micro, je me motive. En tout cas, Hervé Granet, merci. Merci pour ce partage, pour votre franchise. On va parler maintenant un peu plus du futur, si vous le voulez bien. On va commencer rapidement sur le futur, peut-être d'Axence, déjà. Vous me parliez de datalisation. Alors là, il va falloir m'expliquer de quoi vous parlez exactement. Ah, ça, c'est un jargon... Alors, le métier de l'expertise comptable évolue de façon fantastique. La révolution des data, la révolution de l'automatisation fait que nous devons évoluer avec nos clients. Et notre objectif chez Axence, c'est de faire le mixte entre développer l'automatisation et en même temps renforcer le conseil. Et ça va agiter fort dans le landerneau des experts comptables, ça va agiter fort chez les dirigeants de TPE et de PME qui sont le cœur de nos clients, hein, les moins de 20, les moins de 30 salariés, parce que tout doit pouvoir s'automatiser et on n'est pas forcément prêt culturellement. Et la datalisation, c'est finalement l'exploitation des données, des quantités de données, avec, on va dire, la collecte des données, que ce soit les factures, que ce soit les payes, que ce soit les factures de vente, les factures d'achat, etc., les analyses, le raffinage de ces données pour en extraire un jus, pour en extraire des informations très pertinentes, et pour coller au plus près possible de la réalité. Je veux caricaturer un petit peu, mais un chef d'entreprise peut avoir son bilan sous 30 à 90 jours après la date de clôture. L'idée, c'est finalement d'avoir les informations avant la date de clôture pour pouvoir piloter. Et bien gérer ces datas dans l'avenir, ça sera juste obligatoire. Et le terme datalisation, c'est la gestion des datas pour en faire une matière utile aux dirigeants. C'est intéressant. J'imagine que si c'est le sujet d'actualité chez Axence aujourd'hui, vous avez été au cœur du projet et des réflexions. Est-ce que vous avez réfléchi et j'imagine que oui, à quel pourrait être le métier d'expert comptable dans 10, 15, 20 ans? Parce que c'est la datalisation, comme vous l'exprimez, finalement, c'est le début d'une nouvelle histoire, c'est le début d'un nouveau métier. Est-ce que vous avez réfléchi à ça? Moi, ça m'intéresse, ça. Alors, je vais vous décevoir. Non. Non. Non, je plaisante, mais c'est une des raisons qui font que je souhaite quitter l'expertise comptable, parce que je ne suis pas équipé pour. Et j'ai une vision dans mon métier. J'ai des visions que j'ai partagées. J'ai la chance de pouvoir échanger avec des leaders de notre profession ou de notre écosystème. Et je ne suis pas équipé pour ça pour les 5 ou 10 prochaines années. Je suis pas dans le process. Je ne suis pas un homme de technique. Par contre, je suis un homme d'écoute et je suis un homme de conseil. Donc, évidemment que demain,
Mon leitmotiv, c'est d'aider dirigeants à s'y retrouver là-dedans aussi. Mais je laisserai la place aux experts, quels qu'ils soient, pour me concentrer sur soit la prise de décision, soit la réflexion en amont pour prendre la décision. Un expert, il a pour but de répondre à une question technique. Un coach ou un consultant de dirigeant a pour vocation d'orienter son client sur les bonnes questions qu'il doit poser à son expert. Donc, désolé pour la réponse. Il n'y a pas de souci. Vous avez quand même évoqué le fait de réussir à avoir le bilan avant la date de clôture. C'est quand même une piste d'évolution qui est quand même super intéressante pour le pilotage des entreprises. Donc vous, maintenant, en tant que coach, vous allez être ce que vous disiez en parallèle et après pouvoir... Mais c'est assez évident. Quand aujourd'hui, je prends ma voiture, je sais à quelle heure je vais arriver, puisque j'ai Waze. Dit comme ça, c'est très simple. Donc je sais bien l'heure à laquelle j'arrive avant d'arriver. Alors qu'avant, je savais que j'allais mettre 1h30. Mais avant d'être arrivé, je ne savais pas combien je mettrais. Et Waze est assez précis. On arrive à 13h43 et c'est pas 13h44. Et donc je le sais avant 13h43. Donc je pense que pour les comptes des petites entreprises, moins de 20, moins de 30, c'est largement envisageable. Ça reste quand même révolutionnaire. C'est envisageable, mais jusqu'à preuve du contraire, ça n'existe pas tout à fait encore. Parce qu'on a trop de freins culturels. L'histoire est trop lourde. Comme dans toute histoire, dans tout métier, oui, c'est... Et c'est pas anticiper pour anticiper, c'est pas pour faire mieux que les autres, c'est pas mieux, c'est juste dans l'air du temps. On veut savoir, avant d'avoir terminé, comment ça va se terminer. Et sur des matières aussi froides que des données chiffrées, c'est quand même pas si compliqué. Oui, parce qu'il y a un monde quand même entre vouloir savoir et pouvoir savoir. Oui, bien sûr. Là, vous dites que potentiellement, au moins au niveau bilan, comptabilité, on pourrait savoir. Bien sûr. Mais j'ai déjà des clients qui, le 25 du mois, me donnent leurs résultats. Il faut s'organiser en conséquence. Pour aller un peu plus loin dans la vision du futur, vous, en tant que coach, vous parliez tout à l'heure, j'ai relevé par rapport à ce que votre père vous avait dit au début de votre première transformation de vie, qu'en tant que dirigeant, entrepreneur, il manquait souvent une dimension de gestion. Comment vous imaginez, dans quelques années, nos dirigeants aujourd'hui, ils sont finalement assez peu accompagnés, assez peu formés, c'est à eux de faire les démarches, mais pourquoi pas, à la limite, ça fait aussi partie du job. Est-ce que c'est une dimension que vous allez apporter aussi en tant que coach? Parce qu'on sait que le coach, il est là pour aider ses clients à réfléchir, à trouver ses solutions. On est d'accord. Mais est-ce qu'il n'y a pas un rôle, ou est-ce que vous ne pourriez pas avoir un rôle auprès d'eux pour leur dire quand même, alors pas les former, mais leur dire attention sur ce point-là, il est important d'expérience, de se former plus, il y a des lacunes dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous partagez ce constat du fait qu'il y ait des lacunes, ce qui vous avait été déjà dit par votre père il y a déjà quelques années, mais finalement, rien n'a changé aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que ça peut changer, qu'il y a des leviers pour changer ça? Depuis toujours, j'ai souhaité être le plus pédagogue possible avec mes clients. Parce que je suis dans un monde technique, comme le gars du bâtiment, il parle technique, comme mon garagiste, il parle technique. Et donc, moi, je ne comprends pas trop mon garagiste et je ne comprends pas trop l'artisan qui veut entretenir ma chaudière. Donc, pour moi, c'est pareil. J'ai souhaité tout le temps être pédagogue. Pédagogue. Il est évident qu'un dirigeant, il doit avoir un minimum de connaissances, mais la majeure partie des chefs d'entreprise sont bien accompagnés. Ils sont accompagnés par un expert comptable, par un avocat, par un syndicat, par une fédération. Donc, il y a une possibilité d'être accompagné. La question, c'est la bonne personne au bon moment. Et je
suis convaincu que, avec mes connaissances financières ou intimes des entreprises, j'ai une matière très importante à leurs yeux, et je sais que je pourrais les aider à prendre conscience que c'est un sujet important, c'est pas l'alpha et l'oméga, mais ça doit être judicieux dans leur prise de décision d'avoir la maîtrise de certains sujets, même basiques. Donc je pense que je devrais pouvoir les amener à se poser des bonnes questions, et puis à les mettre en relation aussi avec même avec leur propre expert comptable, parce que très souvent on est dans une habitude relationnelle, et je suis bien placé pour le savoir que les experts comptables ne sont pas les premiers à faire savoir ce qu'ils savent faire, et nos clients ne s'imaginent pas ce qu'on peut leur apporter. Donc j'espère bien que dans l'avenir, j'interpellerai mes clients chefs d'entreprise pour leur dire « mais demande ça à ton expert comptable, il est capable, ou il le fait déjà pour d'autres. Mais tu es dans une habitude relationnelle et tu crois que il est limité à ça, ou il se limite à ça, ou il n'ose pas, ou tu n'oses pas. » Donc voilà, ce sera une des parties de ma valeur ajoutée. Il y a un autre sujet sur lequel je voulais vous entendre, c'est ce que j'appelle le freelancing du monde du travail. Vous en êtes plus ou moins un acteur, vu que vous partez finalement d'une entreprise, d'un groupe, pour finalement mener une activité un peu en solitaire, en freelance, en indépendant. Je trouve que dans les signaux qui nous sont portés, un peu d'individualisation de la relation aux collaborateurs, déjà même dans les entreprises, tous les gens là qui changent de carrière, j'en suis aussi un des acteurs, et finalement c'est souvent pour revenir à ce qui individuellement nous fait plaisir, individuellement nous fait du bien, et du coup je trouve que c'est un petit peu ce qui est en train de se passer, c'est une sorte d'individualisme du travail. Et est-ce qu'on pourrait imaginer dans 15-20 ans, des fois je pense à ça, un monde où finalement il n'y aurait plus d'entreprise en tant que telle, mais ce serait des groupements de freelance, en fonction de ses capacités, de ses appétences du moment, et plus avoir une étiquette de collaborateur comptable, collaborateur technique, mais avoir une étiquette de je suis ce que je suis, je sais des choses, peut-être plein de choses, et pouvoir peut-être faire du dessin un jour pour un projet, et de la comptabilité le lendemain pour autre chose. Un monde complètement free. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez déjà réfléchi ? Peut-être que je suis complètement fou, mais j'aimerais bien vous entendre sur ce sujet-là. Le salariat n'a que 150 ans, hein. Et l'activité économique a beaucoup plus que 150 ans. Au niveau mondial, il y a un petit peu plus de salariés, mais il n'y a pas 90% de salariés qui travaillent sur la Terre et 10% d'indépendants. Et c'est beaucoup plus équilibré qu'on ne le pense. Et c'est un problème, ça, purement économique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le salariat coûte moins cher, l'entreprise salarie ses faiseurs, ses travailleurs. Donc, depuis quelques années, on voit des prémices de l'auto-entreprise, de la micro-entreprise, mais on revient finalement au tâcheron du début du 19e siècle. Certes, dans un monde qui n'est plus du tout le même, évidemment, j'enfonce une porte ouverte, mais je comprends ce que vous dites. Ce sujet, je pense que ça ne sera pas radical, c'est-à-dire on ne va pas revenir à 100% de sous-traitance, mais on a créé tellement de règles et de droits qui fait que cette notion de sous-traitance, des moments, elle est impossible. Je le vois bien dans mon métier d'expert comptable, où si je devais sous-traiter à un comptable le travail chez un de mes clients, je couvrirais un exercice illégal. Et pourtant, peut-être que mes salariés aujourd'hui seraient satisfaits de travailler pour Axence, mais en
entrepreneur individuel. Peut-être qu'il s'y retrouverait économiquement, peut-être pas. Donc pour l'instant, on a plutôt des contraintes juridiques. Culturellement, il y a une aspiration à peut-être redevenir à l'individu. Je ne pense pas que c'est pour être seul, c'est pour probablement donner plus de sens à son action. Les statistiques sont assez froides sur l'implication des salariés au sens large du terme. Une étude assez récente que j'ai dû lire lundi ou vendredi dernier indiquait que moins de 10% des gens sont impliqués dans leur travail. C'est faible. Et c'est vrai que peut-être le fait d'être seul redonnerait peut-être, c'est de l'hypothèse, du sens ou de l'intérêt à sa propre action au quotidien, que ce soit dans le conseil, que ce soit dans la production, que ce soit dans le bâtiment, que ce soit dans tout un tas de métiers, que ce soit dans l'enseignement, peut-être. Mais là, les freins culturels et les freins juridiques sont très très forts. Alors, ce que je peux dire pour vous répondre, c'est que il y aura un mixte des deux, je pense. Et voilà, et il faut que l'action de celui qui bosse, elle a un impact sur son client, mais qu'elle ait du sens pour celui qui le fait. Donc, soit je m'y retrouve dans un groupe en étant salarié, soit je vais vaquer seul et m'exprimer de façon plus solitaire. Après, c'est sûr qu'il y a des freins comme déjà le côté sécuritaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même si on a envie d'être indépendant, on n'empêche qu'un bon vieux CDI, c'est quand même aussi la base de la sécurité financière, au moins pour sa vie de famille. Et ça peut être demandé pour emprunter. C'est difficile aujourd'hui d'emprunter quand on est indépendant. Donc c'est vrai que culturellement, il y a quand même beaucoup de travail à faire là-dessus. Oui, c'est certain, oui. Hervé Granet, merci beaucoup pour cet échange qui fut très riche et passionnant pour moi. C'est le temps maintenant de me faire mon cadeau, ce que je demande à tous mes invités à la fin des interviews, c'est de m'offrir un porte-clés et de m'en expliquer la signification. Quand j'ai vu qu'il fallait que j'apporte un porte-clés, il y a un mot sacrilège pour moi, il y a un mot compliqué pour moi. C'est les clés. J'ai un problème avec les clés. Je n'aime pas ce qui est enfermé, je n'aime pas ce qui est sécurisé. Je vous ai quand même apporté un porte-clés que j'ai acheté lors d'un voyage en Suède, à Stockholm, et qui basiquement est composé du drapeau suédois en 5 exemplaires. Il signifie pour moi un peu le voyage, il signifie une histoire avec des amis, il signifie d'autres sujets plus personnels que je ne vais pas évoquer au micro. Voilà, un porte-clés. J'ai aussi une anecdote sur le porte-clés. Dans les années 80, il y avait le premier agent des sportifs, s'appelait Mark McCormack. Et il a été rendu célèbre parce que c'était le premier agent des grands golfeurs américains des années 50-60. Il y a eu des portraits de lui, donc il a fait la richesse de grands sportifs. Et il était féru de porte-clés, des porte-clés des chambres d'hôtel, puisqu'il voyageait dans le monde entier. Et vu que je me déplace beaucoup dans les hôtels, et qu'il n'y a plus de clés pour entrer dans les hôtels et qu'il n'y a que des cartes, c'est devenu très impersonnel, je trouve, malgré la difficulté de l'exercice, je trouve assez joyeux l'idée de dire à votre invité d'amener un porte-clés, parce que ça rappelle toujours des souvenirs. Moi, je suis toujours en train de perdre mes clés, donc je vous l'offre avec plaisir, parce que il symbolise pas mal de choses, ce porte-clés. Merci beaucoup, Hervé Granet. Merci pour l'entretien, pour votre franchise, pour votre ouverture. Et puis, tout simplement, un petit mot de la fin. Et pour reprendre vos mots, je vous souhaite à ce qu'un maximum de vos clients puissent voir en vous la bonne personne au bon moment. Merci, Julien.
C'était Julien Russier dans Cœur de Business 42. Si vous avez apprécié le podcast, diffusez un maximum autour de vous. Et surtout, merci de laisser vos avis et de mettre la note de 5 étoiles à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. À très bientôt pour le prochain épisode de Cœur de Business 42. Le seul podcast du 42 pour celles et ceux qui rêvent d'un nouveau modèle au cœur du business.